Lundi 23 avril 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat. Et vous savez, Café Débat donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Un nouvel invité pour parler de sujets politiques, l'opposition républicaine qui menace de quitter le cadre de dialogue justement. Pour cause, elle constate une sorte de lenteur et de mauvaise foi. Alors les raisons, pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Alhussein Makanera Kake, président des FND et porte-parole de l'opposition républicaine, un habitué de cette émission. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Une fois encore, merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, l'opposition, aussitôt venue au sein du cadre de dialogue, aussitôt menace de quitter. On ne comprend pas du tout votre démarche. Il y a des gens qui sont en train de dire que vous êtes en train de vous moquer d'eux et de vous moquer de ceux qui sont morts et tout et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi vous menacez de quitter? Bon, d'abord, je crois que par rapport au délai qu'on s'est fixé, on ne peut pas dire que c'est aussitôt. C'est pour la oui. Vous avez fait qu'une semaine, je crois. Non, ou il y a, semaine, il y a ou 2 plus semaines. de 2 semaines. Oui. Il y a plus de 2 semaines. Et quand on sait la nécessité aujourd'hui d'avoir rapidement l'exécutif des communes, je pense même 24 heures c'est trop. Bien. Donc c'est pas aussitôt. Les élections ont eu lieu le 4 février. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril. Beaucoup de temps se sont écoulés, donc on ne peut pas dire aussitôt. Mais ce que nous voulons vous dire, notre volonté de faire en sorte qu'on puisse rapidement vider le contentieux électoral et faire en sorte qu'on puisse tenir le délai pour les législatives et la présidentielle nous oblige aujourd'hui soit de travailler dans le sens à résoudre rapidement les problèmes qui sont posés ou de prendre d'autres dispositions pour éviter un glissement de calendrier électoral. Et donc, à l'avenir. Ce que je veux savoir en clair, pour quelle lenteur vous voulez quitter le cadre de dialogue? Parce que ce que nous savons, ce qu'on nous a dit, c'est que dans un premier temps, le président du comité de suivi a recueilli les réclamations de chaque parti. Après, on a entendu dire qu'il y a eu la mise en place d'une commission paritaire qui devait se pencher sur les véritables questions qui divisent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est lent, qu'est-ce qui ne va pas vite et qui fait que vous voulez quitter le cadre de dialogue et reprendre les manifestations. Je voudrais rapidement vous dire, s'il y a la volonté politique, parce qu'au niveau du comité de suivi, c'est cette volonté politique qu'on recherche. C'est quoi? Il y a eu des procès-verbaux qui ont été écartés, annulés ou tout au moins modifiés. La volonté politique peut s'affirmer pour dire il est inadmissible que des Guinéens votent pour quelqu'un et que d'autres Guinéens disent que ce vote-là égale à 0. Faut-il que cela soit avéré? Si ce principe, si c'est avéré, il y a des preuves, des pièces à conviction, si ce principe est accepté, c'est déjà un grand pas. La seconde démarche, quelle est l'institution qui est capable de rétablir ceux qui ont été lésés dans leurs droits? Et la troisième étape, c'est d'envoyer à cette institution pour un résultat. Mais si jusqu'à présent, on n'a pas accepté même le principe de dire s'il y a des preuves, des pièces à conviction, il faut aller les chercher. Non, il faut rétablir les gens. On a dit d'aller rechercher, de déposer, tout ça là, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'ils ont accepté le principe? Est-ce que le ministre a dit? Mais attendez, est-ce que vous êtes surpris aussi que ce principe ne soit pas accepté? Parce que d'abord, quand Cellou Dalein Diallo a rencontré Alpha Condé, ils ont dit allez-y au comité de suivi résoudre les problèmes. Et quand les gens de la mouvance sont venus, aux sorties, ils ont dit écoutez, on va tout faire pour que la loi soit respectée, on ne doit pas revenir sur ce que la loi a déjà conclu. Et vous avez écouté Bourema Condé lui-même dire aussi qu'on ne violera pas la loi. Mais là, vous êtes étonné peut-être que votre proposition d'aller retoucher les procès-verbaux sur lesquels les magistrats ont déjà tranché, que le ministre Bourema Condé allait être d'accord ou que la mouvance allait être d'accord. Ce que je veux vous dire, ce que vous venez de dire tout de suite, c'est ce qui nous a réconfortés, nous a rassurés que si on va là-bas, ça va marcher. Parce que si Bourema Condé dit la loi ne sera pas violée,
La mouvance dit qu'on veut respecter la parce loi. que quand ils disent là, non, c'est pas ils veulent dire que le code électoral dit que si les résultats définitifs sont donnés, on ne doit plus les toucher, on ne doit plus toucher aux procès-verbaux, on ne doit plus revoir les chiffres. C'est en cela qu'eux ils disent qu'on doit respecter la loi. Non, écoutez, ne dites pas ça. La loi électorale là comporte 205 articles. Ouais. Quelqu'un ne va pas dire que 114, l'article numéro 114 est égal à la loi électorale. Non. Oui. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas accepter que la loi soit violée. Oui. Et nous aussi, nous ne voulons pas que la loi soit violée. Donc on était sur la même longueur d'onde. Peut-être ils peuvent ne pas comprendre ce qu'ils ont dit. Mais au cours de débat, chacun donne des arguments et contre-arguments. Si les gens sont de bonne foi, ils vont comprendre quand est-ce la loi doit être violée et quand est-ce qu'il n'est pas violé. Bien. Nous sommes convaincus aujourd'hui. On ne peut pas maintenir ces résultats et dire qu'on a respecté la loi. Pour la simple raison, si nous avons les procès-verbaux qui ont été modifiés, les procès-verbaux qui ont été écartés ou annulés, et si nous nous fondons sur l'article 86 du Code électoral qui dit qu'en aucun cas un résultat sorti du bureau de vote ne peut être modifié, si les gens vraiment ils sont de bonne foi, dès que nous avançons cet argument, ils vont être avec nous. Donc le respect de la loi, pour le respect de la loi. Donc c'est pas parce que quelqu'un a dit au départ, je vous dis au départ, même dans la tête du ministre, on pense que la loi c'est un article, un seul article. Bien. Mais quand on est parti avec les débats, ils ont commencé à comprendre que la loi c'est pas un article. Et puis le plus important, c'est de les ramener à comprendre que l'objet de cette loi et l'intervention de la justice, c'est les élections. Donc, les élections sont plus importantes que la loi, plus importantes que les juges qui sont intervenus dans ça. Par exemple, je vous donne un exemple simple et pratique. Quand vous allez chez le tailleur, en tant que client, si le tissu est long, on dit qu'il faut couper le tissu pour prendre la taille du client. Parce que l'objet, c'est le client. Le tissu est pour le client. Mais on n'a jamais entendu, il faut diminuer le pied du client parce que le tissu est court. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Les gens sont d'accord que les élections sont mal passées. Oui, mais les gens sont d'accord. Attendez, vous parlez du tissu et de l'homme, mais vous ne parlez pas de l'instrument de mesure. Si on coupait l'instrument de mesure, on ne prendrait pas de mesure. L'instrument de mesure ici, c'est quand même la loi. En amont et en aval, il ne doit pas être violé, monsieur le ministre. L'instrument de mesure mesure quoi? Il mesure, est-ce que les gens ont voté ou pas? Est-ce que le vote a été régulier ou pas? C'est ça la loi. C'est la loi. Maintenant, si la loi trouve que les gens ont voté, ce vote a été annulé, mais la loi est obligée de rétablir les gens là, parce qu'il est venu, elle est venue pour encadrer mais pourquoi la loi même? Maintenant, parce que élevons le niveau de débat. Il se trouve que les juristes qui appliquent cette loi, les magistrats, qui doivent constater que les procès-verbaux ont été écartés ou annulés suite à vos plaintes. On dit que non, ce constat n'a pas été fait, vos réclamations ne sont pas valides, et donc en tant que républicain, vous devez vous plier à cette décision de ces magistrats. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous dites que non, malgré ça, vous voulez qu'on reprenne ces procès-verbaux. Donc, en fait, ce qui bloque le processus aujourd'hui au cadre de dialogue, est-ce que c'est parce que vous avez demandé à la mouvance et à M. Bourema Condé, allons-y chercher ces procès-verbaux, ils disent non. C'est ce qui bloque, c'est ce qui vous énerve et qui fait que vous voulez revenir à la rue? Non, je vous dis, Bourema Condé a dit, chacun n'a qu'à déposer ses griefs. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais là où la démarche a été biaisée, c'est le dire, nous allons former une commission paritaire pour travailler entre opposition et mouvance. Mais comment on peut travailler pendant que notre combat là, ce que l'opposition gagne, c'est ce que la mouvance perd. Ce que nous perdons, c'est ce que la mouvance gagne. Mais comment on peut s'entendre? Si on pouvait s'entendre sur les élections, il n'y aurait pas eu de la CENI. Donc, vous voulez la CENI a intervenu. Vous voulez parler avec qui au comité, au sein du comité? Non, c'est le principe. Nous ne voulons même pas qu'on personnalise, même personne morale ou physique. Principe. Est-ce qu'il y a eu modification des procès-verbaux? Si oui, donc les Guinéens ont été privés de leur vote. Est-ce que les Guinéens doivent être privés de leur vote? Si on dit non, comment les rétablir?
on cherche une institution qui peut les rétablir. Donc ce débat... C'est-à-dire qu'il ne faut même pas personnaliser, là où même dans les débats avec les journalistes, je ne suis pas d'accord, c'est de dire opposition veut quoi, la mouvance veut quoi. Non, on définit les valeurs. Donc, et ces valeurs, on cherche à les atteindre. Vous pensez que c'est ce vrai débat-là qu'on n'a pas encore posé? Ça n'a jamais été posé au sein du comité de suivi. Partout, même dans les médias, ça n'a pas été posé. Parce que le vrai débat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que quand Paul vote pour Pierre, que le vote soit pour Pierre? C'est ça le vrai débat. C'est pour que ce soit transparent. Ça, non, j'entends dire on a violé la loi ou pas. Je vous dis, dans la vie, tout est relatif. C'est ce qui permet à des rebelles, lorsqu'ils attaquent un pays, et qu'aujourd'hui on a trouvé, ils ont acquis une certaine notoriété, ils viennent discuter avec l'autorité légale. Bien. Je pense encore aux accords 1, Marcoussis 1 et Marcoussis 2, les forces nouvelles ont été amenées à discuter avec Gbagbo. Bien sûr. Aujourd'hui, les Guillaume Soro, ils n'étaient pas de forces nouvelles, ils n'ont pas pris les armes contre leur propre pays. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Les lois sont faites pour les hommes. Bien. Alors donc quand les hommes sont peinés, violentés par les lois ne résisteront pas. Donc ce qui va faire que vous allez quitter le cadre de dialogue, c'est si jamais le comité de suivi n'accepte pas qu'on pose le débat sur est-ce qu'on doit aller revoir les procès-verbaux et constater qu'effectivement, ils ont été injustement écartés par des magistrats, injustement annulés par des magistrats. Tant que ce n'est pas accepté, ce sera un motif pour que vous quittiez le dialogue et reprendre les manifestations. Effectivement, parce que le problème qui se pose, peut-être les gens n'ont pas bien compris la motivation de l'opposition. On ne se bat pas pour récupérer les quartiers seulement. On ne se bat pas pour les exécutifs des communes. Quand vous prenez toutes les communes, si on intégrait tous les procès-verbaux, la seule commune que l'UFDG peut contrôler sans alliance, peut-être ça va être la commune de Ratom, de Dixine. Et ça aussi avec les alliés de l'opposition. Toutes les autres communes, l'UFDG est obligé de négocier même avec ceux qui ne sont pas de l'opposition républicaine. Donc c'est dire, c'est pas ce qui est important, c'est le principe. Pourquoi aujourd'hui, si nous acceptons que les cadres peuvent annuler, écarter ou modifier le procès verbal après qu'il a été régulièrement rempli et signé, c'est qu'il n'y aura plus d'élection. Transparence. Non, il n'y aura même pas d'élection, c'est facile. Lorsque vous devez rester, les gens votent, ils finissent de voter, ils remplissent les procès verbaux. Et vous mettez maintenant à regarder qu'est-ce qu'il faut intégrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas intégrer. Alors que si vous prenez toute la loi électorale là qu'ils appellent code électoral, nulle part vous ne pouvez voir écrit qu'on peut annuler, écarter ou modifier un procès verbal. C'est écrit nulle part. À propos de ces résultats pour lesquels vous vous plaignez, 6 communes rurales, 6 communes urbaines, où vous pensez qu'on a falsifié les résultats, qu'on a injustement annulé et écarté les procès-verbaux. Au lieu de faire la navette entre un comité de dialogue où vous ne vous entendez pas et la rue où les gens meurent, certains pensent que vous devez changer de stratégie. Justement, si le but final, c'est de contrôler les mairies, c'est de gagner contre l'adversaire, de mettre ensemble partout vos différents commissaires, tous les commissaires de l'opposition, face aux commissaires du RPG et de ses alliés, et prendre la tête de ces communes. Pourquoi vous ne pouvez pas changer de stratégie et adopter celle-là? Je crois que vous ne m'avez pas compris. Je dis encore une fois, notre combat, ce n'est pas pour le contrôle de l'exécutif. Sinon, vous devez procéder par ces alliances-là. Quoi qu'il arrive, ceux qui sont élus conseillers sont obligés de faire des alliances pour contrôler les communes. Bien. Mais je vous dis, quand on laisse tel que les gens se sont comportés cette fois-ci, ça laisse un précédent. Non, pas seulement les magistrats. C'est la CACV, la commission administrative de centralisation de vote. Parce qu'il y a eu d'abord modification là-bas pour qu'on aille au contentieux. Si on n'avait pas modifié là-bas, on ne serait pas au contentieux. Les CACV aussi étaient par des magistrats. Non, mais pas en tant que magistrat, mais en tant que CACV. Vous savez, là-bas, c'est un magistrat, mais c'est la CACV, la commission administrative. C'est pourquoi, au-delà, on est parti au contentieux. Donc, avant d'aller au contentieux, c'est voir les CACV. Est-ce que désormais, il faut faire présider par les magistrats? Est-ce que désormais, quelles sont les prérogatives de chaque membre de la CACV?
qui doit écarter ou pas. D'ailleurs, il ne peut pas écarter parce que la loi ne l'a pas dit. Bien. Donc, nous ne nous battons pas. Que pour prendre les mairies. Pas du tout. Vous voulez que ce principe-là, parce que vous êtes sûr. Parce que si ça passe, c'est fini pour la démocratie. Alors, est-ce que vous avez donc, parce que vous avez dit que dans un premier temps, Bourema Condé, en tant que président du comité de suivi, a dit envoyez vos réclamations, vos récriminations. Alors, est-ce que vous avez déposé, vos représentants au comité ont déposé les preuves de vos accusations qu'il y a des procès-verbaux qui ont été écartés et annulés? Est-ce que vous avez déposé? Effectivement, ces procès-verbaux ont été déposés, effectivement avec des preuves et détaillées même. Aujourd'hui, la question là ne devait pas se poser s'il y avait de la bonne foi. Pour la simple raison, quand vous prenez l'article 84 et suivant, c'est clair. Après le dépouillement, on établit plusieurs copies de procès-verbal. Plusieurs copies. Le même procès-verbal en plusieurs copies. Il y a une copie qui va dans les CACB, il y a une copie les voies plus rapides, comme dit la loi, vers le président de la CENI. Il y a une copie pour le ministre de l'administration du territoire, pour son information. Il y a une copie pour les démembrements de la CENI. Il y a une copie pour les candidats. D'ailleurs, chaque candidat devait avoir sa copie. Il y a une copie qui sera affichée devant le bureau de vote. Est-ce que si à la bonne foi, on peut même discuter, est-ce que le ministre même peut demander à quelqu'un, envoie-moi ta copie, pendant que lui, il a toutes les copies, avant même le contentieux. Le président de la CENI a toutes les copies avant que la CACV ne finisse. Donc il ne devait même pas proclamer des résultats sans regarder sa copie. Donc vous avez déposé les vôtres en tout cas, mais le problème c'est qu'on refuse. En dépit de tout ça, nous avons déposé nos copies. Vous savez, je veux dire aux Guinéens qui me regardent et qui m'écoutent, ne pensez pas que ce que nous faisons pour nous ou pour Elaï Sedouda Lendialo. À chaque fois on a obtenu une liberté, ça profite à tous les Guinéens. Bien. Je donne un exemple simple. Pour passer, oui. Pour passer. Au moment où on se battait pour la liberté de la presse, Alain Sédou n'était pas dans l'opposition. C'est Alpha Condé qui était dans l'opposition à l'époque. Peut-être qu'il a été l'un de ceux-là qui ont fourni beaucoup plus d'efforts. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Cette liberté de presse-là s'oppose beaucoup à lui qu'à Sédou. Donc si hier, les gens ont pensé que la liberté de la presse c'était pour Alpha Condé, ils se rendent compte que nous, si nous nous battons pour la valeur, ce n'est pas pour un individu, c'est pour le peuple. Bien. Je veux que les Guinéens comprennent. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie si vous ne pouvez pas voter et choisir ceux-là qui vous commandent. Donc tous ceux qui encouragent aujourd'hui la fraude, la manipulation des résultats, ce sont des ennemis de la Guinée. C'est eux qui veulent vraiment que la Guinée brûle. Bien. Donc au-delà du fait que le véritable débat n'est pas encore posé sur comment résoudre la contestation des résultats, il y a d'autres points qui font aussi que vous allez quitter le cadre de dialogue. C'est par exemple la loi sur la CENI et le fichier électoral. Là aussi, qu'est-ce qui bloque sur ces deux points, rapidement avant qu'on termine la première partie? Vous savez, quand vous prenez la loi sur la CENI, on avait dit de l'examiner pendant la session de loi de cette année-là. La session qui est en cours maintenant. C'est la session qui est en cours. Mais jusqu'à présent, on est incapable d'inscrire ce point-là à l'ordre du jour. Mais est-ce qu'il y a un projet de loi dans ce sens venant des députés de l'opposition? L'UFDG a fait le projet de loi il y a plus d'1 an. Il a déposé à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, mais ce n'est pas inscrit. C'est le bureau de l'Assemblée qui refuse de l'inscrire alors? Mais absolument. Bien. Absolument. Donc c'est un des motifs de votre menace de quitter si le bureau de l'Assemblée n'intègre pas à l'ordre du jour. Oui, parce qu'on verra qu'il n'y a pas une volonté politique aller dans le sens de l'adoption de cette projet loi. De loi. Bien. Oui. Et l'autre, c'est le fichier électoral. Oui, le fichier électoral. Vous pensez que la CENI retarde dans l'opération de révision? Je crois que quelque part, il faut se dire la vérité, tout commence et termine par le président Alpha Condé. S'il le voulait, ça s'est fait depuis longtemps. Moi, je pense, si jusqu'à présent, on n'a pas recruté un opérateur technique, on n'a pas encore commencé les travaux pour l'audit du fichier électoral, c'est quelque part le président ne veut pas. Parce qu'il est la clé de voûte du fonctionnement normal et régulier de toutes les institutions. S'il le voulait, on avait déjà fini. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous estimons qu'encore on a le temps et suffisamment de temps. Si la volonté politique est là, de partir rapidement pour
le fichier électoral. Il y a quelqu'un même qui a fait une proposition disant qu'on peut faire la carte d'identité biométrique et lier les élections à cette carte. Lorsque vous avez une carte d'identité biométrique, vous pouvez aller voter tranquillement. Parce que non seulement cette carte d'identité biométrique a l'avantage, les gens ne peuvent pas frauder sur leur âge. Parce que si vous avez une carte d'identité biométrique, c'est à vie. Vous ne pouvez plus jamais avoir tout le temps. Hein? Non, les filiations. La carte peut partir, mais la filiation est à vie. Bien. Donc vous ne pouvez même pas avoir d'autres passeports. Mais il faut du temps pour ça aussi. Non, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Non, ça ne peut pas marcher d'ici les élections législatives. Là, mais c'est bien possible. C'est bien possible. Et les moyens? Les moyens, il y en a tellement. Mais la croissance économique de notre pays est de plus de 7% aujourd'hui. Ah bon? Selon le gouvernement. Vous vous dites qu'il n'y a pas de moyens? Bien, il y a des investissements publics qui attendent. Non, alors, mais on fait la priorité. Bien, alors pour terminer cette première partie sur ce point, là nous sommes encore à la phase des menaces. Vous n'avez pas encore quitté le cadre de dialogue, vous n'êtes pas encore dans les rues. Mais combien de temps alors vous donnez? Est-ce que c'est un bluff ou est-ce que vous donnez un temps? Ou est-ce que c'est jusqu'après le mois de Ramadan que vous allez reprendre les rues si rien n'est fait? Jusqu'à quel moment? Vous savez qu'on n'a pas l'habitude de tourner autour du pot. Nous disons des choses d'une manière claire et nette, et quand nous devons faire, on les fait. Nous avons dit, si au courant de la semaine, cette semaine en cours là, il n'y a pas une volonté politique qui s'affirme, nous allons retirer nos représentants. Bien. Si ils viennent maintenant, ils ne sont plus membres du comité de suivi, nous allons nous retrouver pour tirer toutes les conséquences que cela découle. Y compris les manifestations. Et en ce moment, nous vous informerons en temps opportun notre position. Vous ne pensez pas que les gens, même ceux de votre camp, sont fatigués de ces navettes? Dialogue, ça ne marche pas. On va dans la rue, il y a des morts, il y a des casses. On revient au dialogue, ça ne marche pas. C'est le train-train politique. Est-ce que vous ne sentez pas que les gens en ont marre? Je crois qu'il ne faut pas prendre la conséquence comme l'origine, comme responsable. La cause, ne prenez pas la conséquence comme la cause. Pourquoi la rue? Je ne parle pas que des conséquences, justement, je parle des causes. Non, quand vous parlez de navette, vous parlez de mort, vous parlez de manifestations, c'est que quelque part... Je parle de dialogue qui ne marche pas aussi. Quelque part, nous sommes dans une démocratie, c'est la cause. C'est dans une démocratie. S'il y avait le moment où il y avait la dictature, il n'y avait pas navette. Bien. On dit quiconque s'empare du pouvoir est roi. Celui qui n'a pas cette chance se contente du titre de bandit. Mais aujourd'hui, on ne s'empare pas du pouvoir. On est obligé de dialoguer. On est obligé d'aller dans la rue. Même après Alpha Condé, Cellou sera là, on sera obligé d'aller dans la rue. Moi, je crois aller dans la rue n'est pas mauvais en soi. N'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est les violences, c'est les morts, les blessés. Comment faire pour qu'on puisse être dans la rue sans qu'il y ait tout ça? Sauf que moi, je crois qu'il faut poser ce débat et en débattre. Et ce débat est posé, malheureusement. Mais non, il n'est pas souvent posé, très mal posé, parce qu'on dit pourquoi vous allez dans la rue, parce que quand vous allez dans la rue, il y a des morts. Non, moi je pense qu'il faut dire pourquoi il y a des morts quand il y a manifestation. La manifestation doit être la règle. C'est les morts qui sont contre la loi. Bien. Et justement, ceux qui tuent qui sont contre la loi. Et justement, en parlant de manifestations, justement, et les dégâts, vous êtes interpellé par le ministère de la Justice, vous êtes convoqué par le ministère de la Justice. Est-ce au nom de la loi anti-casse ou la loi casse, je ne sais pas en tout cas. On va parler de cela tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur.
Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a toujours comme invité M. Alousseyne Makane Rakake, ancien ministre de la Communication, président du parti les FND, porte-parole de l'opposition. On parle de la menace de l'opposition de quitter le cadre de dialogue et de reprendre les manifestations. Il a donné toutes les raisons qu'il y a en 3 principaux points. Là-dessus, on va évoluer et parler d'autres sujets qui concernent l'opposition. Monsieur le ministre, vous nous apprenez que le ministère de la Justice vous a convoqué à cause de la dernière manifestation, la toute dernière que vous avez organisée. Effectivement, j'ai reçu une citation à comparaître le 3 mai. Dans un tribunal ou bien au ministère de la Justice? Au tribunal. Au tribunal. De première instance. De Dixim, par rapport aux événements malheureux de la dernière marche. Donc, qu'est-ce qu'on vous reproche? Bon, j'ai vu qu'il y a eu violence sur les agents de force de l'ordre. Il y a eu le commissariat qui a été incendié. À Koza. Oui. Donc, voilà la problématique. Et c'est important, justement. Est-ce que cette convocation de ceux qui ont organisé la dernière manifestation ne va pas vous obliger désormais à mettre en place tous les garde-fous qu'il faut pour ne pas que les gens que vous mobilisez dans les rues soit à la base des casses ou de certains vandalismes, parce que c'est important. Je pense que c'est le bien fondé de la loi anti-casse ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que ça va pas... Ce que je veux vous dire, nous on a pris nos précautions même avant. Nous sommes les démocrates. Quel genre de précautions? Dire que ceux-là que nous mobilisons ne doivent pas casser. C'est pourquoi, dans le maintien d'ordre... Parce que des fois, ceux que vous mobilisez non, cassent. Écoutez, les gens que vous mobilisez souvent cassent. Écoutez, ils s'en prennent aux gens, ils cassent les véhicules, ils brûlent les pneus. Mais si vous ne m'écoutez pas, oui. Dans le maintien d'ordre, nous le faisons conjointement, nos maintiens d'ordre. Et les services... Qui ne marchent pas, vous non, ça marche toujours. Dès que les services de sécurité ne font pas de violence, quand on marche, il n'y a pas de violence. Depuis que moi je suis dans l'opposition... Pourquoi quand l'opposition dit souvent... Pourquoi quand l'opposition dit souvent, on marche aujourd'hui à Matoto, rien qu'à Matoto, vous avez des gens quand même qui marchent à Koza, vous avez des gens qui cassent à Kakimbo ou je ne sais pas où. Mais est-ce que ça c'est notre responsabilité? Oui, mais vous devez quand même... Non. Parce que c'est des gens qui se réclament. C'est des gens qui se réclament de l'opposition. Non, je m'en fous. Qui bloquent la route. Si se réclament de la mouvance, on va aller arrêter les gens de la mouvance pour ça? Bien sûr. Non, on ne va jamais. Si parce que je vous dis, la faute pénale est personnelle. Ce que je vais par contre vous dire, quand nous nous organisons, nous mettons tout en œuvre pour éviter qu'il y ait la casse. Vous pouvez demander même à Bafoué. Il a vu comment nos structures fonctionnent. C'est lorsque maintenant il y a la violence de la part des forces de l'ordre par rapport aux manifestants, peut-être les bandits profitent de cette pagaille pour s'aimer le désordre. Mais à tout le temps où nous avons organisé, il n'y a pas eu de confrontation entre nous et la sécurité, demandez à ces responsables-là, il n'y a jamais eu de casse, il n'y a jamais eu de problème. Même le 2 cas précis où nous sommes convoqués, ce jour-là, quand on est venu jusqu'à Koza, il n'y avait pas eu de problème. C'est quand on a tenté de venir vers la tannerie, nous avons été repoussés. Bon, nous avons estimé qu'on allait être repoussés jusque dans la zone où on nous a au moins autorisé de manifester. Vous avez été gazés. Ou au moins on nous a autorisé de manifester. Mais ils sont parés au-delà. Au moment où le commissariat là, les gens s'attaquaient à ce commissariat, mais les gens de Bafoué nous ont repoussés, on n'était plus là-bas. Ah, donc ceux qui se sont attaqués au commissariat, on n'était plus là. Ils ne sont pas de vos rangs. Mais les véhicules là sont venus, mais lui-même dans son véhicule, il peut témoigner. Il nous a repoussés au-delà de Koza, loin après Koza. Mais c'est longtemps après qu'il y a eu l'incendie. Mais comment on peut nous imputer ça? Alors qu'on n'était plus là. La force nous a repoussés. Vous avez des militants dans la zone? Non, je vous en prie, c'est des Guinéens. Ils sont d'abord Guinéens. Et ils sont, rien ne prouve que ce sont nos militants qui ont fait ça. Mais vous pensez que même les gens qui sont de la mouvance ne peuvent pas
faire infiltrer les manifestations, brûler et mettre ça au compte de l'opposition. Et donc, qu'est-ce qui vous prouve que vous avez raison ou pas? C'est que je vais vous dire, à partir du moment où Bafoué lui-même peut témoigner qu'au moment où on incendiait, nous on n'était plus là, nous on avait déjà fini notre meeting et que nous avons été effectivement, bel et bien, repoussés par eux-mêmes. On n'était plus à ce niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut nous reprocher dans l'incendie. J'ai une autre question par rapport à la discipline des manifestations, à l'autorité même des partis politiques, donc des responsables politiques que vous êtes vis-à-vis des citoyens. Je veux dire, des fois, il arrive qu'on interpelle des gens en période de manifestation qui n'ont rien à voir avec vos partis politiques, je suis d'accord, qui ne peuvent même pas sortir leur carte de membre d'un tel parti s'ils se réclament de ce parti, mais on les a vus en train de casser des boutiques ou en train de dépouiller des citoyens et qu'on les enferme en prison. Après, vous avez quand même des partis politiques qui viennent au commissariat réclamer ces militants. Ça, c'est un. De deux, pourquoi les partis politiques n'ont pas suffisamment le courage des fois de dire oui, nous appelons les gens à sortir sur tel tronçon, de telle heure à telle heure, mais si jamais au-delà de telle limite où nous devons marcher, de l'heure où nous devons arrêter nos manifestations, si on interpelle quelqu'un qui ne se réclame pas de nos partis, pourquoi cette responsabilité-là, les partis politiques ne le portent jamais dans notre pays? Je voudrais que vous soyez d'accord avec moi que la présomption d'innocence est la règle. Il n'y a pas de présomption de culpabilité. C'est pas parce qu'un gendarme a arrêté quelqu'un, il a dit qu'il l'a trouvé en train de casser le magasin qu'il l'a arrêté. En flagrant délit, on le voit tout le temps. Non, est-ce que... Bon, moi j'ai vu des militants qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils étaient à un mauvais endroit au mauvais moment. Le plus souvent, ceux-là qu'on arrête, c'est ceux qui ne connaissent rien. Le plus souvent, ceux qui meurent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Regardez, j'ai assisté à des manifestations, mais la plupart des gens qui ont été tués, ils ont été soit dans leur cour, soit... oui. Bon, maintenant, si ils n'étaient pas morts, on allait dire parce qu'ils étaient dans la manifestation. Mais puisque la mort est intervenue, et c'est clair, le sang est là, tout c'est là, c'est dire que on n'est pas à l'abri d'une injustice, même lors de les arrestations aussi. Ce que je veux dire. Quand les gens courent, quand les... Bon, il y a des choses que je ne vais pas révéler ici, parce que le moment et le lieu n'est pas bien indiqué. Mais le moment viendra, parce que je vais écrire un livre. Bien. Parce que moi, je suis dans la politique là depuis 92. Je suis dans les partis politiques en Guinée. Nous avons participé à beaucoup de manifestations. J'étais avec Alpha hier. Aujourd'hui, je suis avec Selouda Diallo. J'ai rencontré tous ces hommes politiques. Je connais la position, la perception et même la réaction de chacun d'eux. Le moment viendra, je vais écrire. Mais ce qui est dommage, ce qui est malheureux, je ne voudrais pas, quand on est de l'opposition, ce qu'on a soutenu, et lorsqu'on est au pouvoir, qu'on s'oppose à ça, lorsque c'est vraiment une avancée sur le plan de la démocratie, ça c'est pas bon, ça je ne crois pas si on doit encourager. Bien. Et donc vous allez de toute façon répondre devant la justice par rapport à la dernière manifestation. C'est à voir maintenant si vous serez tenu responsable des casses qu'il y a eu et que si c'est vous qui devez les réparer en tant qu'organisateur de ces marches. On verra la suite de tout ça, puisque nous suivrons cette démarche. Pour terminer, vous avez été ministre d'Alpha Condé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a parlé de performance ces derniers temps. Pour terminer, je sais que vous avez suivi la conclusion de la mission du FMI qui a donné une note pas forcément positive à la Guinée en termes de gestion de nos recettes qui, selon la mission, moins que ce qu'on dépense en termes de recettes. Quel est le regard que vous portez sur cette situation? Je crois que j'ai réagi par rapport à ça quand j'étais encore au gouvernement et d'une manière éclatante. Quand j'étais ministre d'Alpha Condé, je n'étais pas menacé. J'étais en bon terme avec le président. Qu'est-ce qui m'a opposé à lui? C'est deux choses. La gestion du denier public au niveau de l'OGP et le fait que, d'ailleurs c'est la même chose, le fait que certains Guinéens qui sont auprès de lui ont voulu mettre d'autres Guinéens injustement en prison. C'est ce qui m'a amené à lui déposer ma lettre de démission. Et vous avez dans l'un des points... C'est-à-dire la mauvaise gestion d'une régie comme l'OGP et la tentative d'emprisonnement. Les arrestations arbitraires. C'est ça. J'ai dit au président de la République,
Je dis, Monsieur le Président, je peux soutenir toutes les causes dans l'erreur, mais seules les nobles causes peuvent bénéficier de mon soutien en toute connaissance de cause. Quand je sais ce que je suis en train de faire, c'est bon. Peut-être ça peut ne pas l'être parce que tout le monde peut se tromper. Bien. Mais je fonce. Mais quand je suis convaincu que ça fait du tort aux Guinéens, je refuse. Je vous dis aujourd'hui que la gabégie actuelle de ce régime dépasse de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Donc ce qui explique la conclusion de la mission, qu'on dépense plus que ce qu'on engrange comme recette. Oui, mais c'est évident. Bien. Vous savez, quand j'étais là au gouvernement, M. Diaré, ministre des Finances à l'époque, peut me témoigner. Quand on parlait de développement, on parlait des choses. Je dis la première des choses, vous ne pouvez pas vous développer ça si vous ne comptez pas sur vous-même. Bien. L'aide extérieure doit être un appoint, venir accompagner l'effort. Mais le président ne peut pas nous convaincre aujourd'hui, nous Guinéens, d'attacher la ceinture. Pendant que ce directeur que lui, il a nommé, si je prends Paul Moussa par exemple, peut aller restaurer un stade à Kissidougou, faire un cadeau à Kissidougou, et à côté du stade, vous avez un enseignant qui à peine trouve à manger pour sa famille, et vous dites à cet enseignant encore d'attacher la ceinture. Vous avez le shérif de l'Onagui qui se permet de dire qu'il donne des cadeaux de 300 millions chaque mois aux orchestres du pays. J'ai entendu un journaliste, c'est Moussa Moïse, à la radio Espace, qui dit non, je ne sais pas, dans les autres pays, je vois et on soutient des actions comme ça. Je dis à Moussa Moïse, la différence entre votre bien propre et l'argent de l'État, votre bien propre, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Vous pouvez donner pour l'État de planifier. Pour l'État, c'est la loi qui vous autorise. Bien. Si c'est à l'OGP, on peut dire tel pourcentage doit être investi pour soutenir les médias. Dans le cadre des responsabilités sociales, par exemple. Bon, pour les médias. Et chaque média à telle hauteur. Bien. Mais si le directeur peut se lever, dire je te donne 300 millions, mais qu'est-ce qui l'empêche de se donner 10 milliards à lui-même? Parce que la charité bien ordonnée commence. Donc c'est ce qui nous amène à cette. Mais c'est ça, c'est deux exemples précis. Et malheureusement, c'est les médias d'État qui couvrent. Mais heureusement, le président de la République, bien qu'il n'ait pas allé au bout, lui-même a reconnu que les directeurs et les ministres détournent l'argent et ils donnent à la population pour faire croire qu'ils sont populaires. Mais on l'attend puisqu'il n'est pas opposant pour dénoncer. On va voir s'il va sanctionner. En ce moment, s'il sanctionne, nous autres, on va attacher la ceinture. Mais s'il ne sanctionne pas, nous pensons qu'il n'est pas encore prêt à ce que les Guinéens attachent la ceinture. Et il a encore beaucoup d'argent. Si vous voyez qu'on laisse passer des milliards, c'est qu'on a des centaines de milliards. Bien. Monsieur le ministre Alocénie Makadara, merci d'être passé. On se retrouvera très bientôt encore pour parler le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Oui. À vous, merci de votre fidélité. Ce fut un plaisir de vous avoir servi en ce début de semaine. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.